Dior, Gucci, Louis Vuitton, Chanel, des géants du luxe, stars des podiums qui déclenchent parfois des tempêtes médiatiques. Aujourd'hui, Dior se retrouve accusé d'avoir repris des motifs africains dans sa dernière collection sans aucune reconnaissance ni collaboration avec la culture d'origine. Mais ce n'est pas la première fois qu'une maison de couture se retrouve pointée du doigt pour appropriation culturelle. Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Isabelle Marant, Carolina Herrera, toutes ont déjà fait scandale. Jusqu'où peut aller l'inspiration dans la mode? Quand bascule-t-elle dans une appropriation irrespectueuse, voire abusive? Dans cette enquête, nous plongeons au cœur d'un phénomène qui interroge nos rapports à l'histoire, à l'éthique et au rapport de domination encore présent entre le Nord et le Sud. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée aux questions de société, d'art et d'actualité culturelle. Bienvenue dans cette enquête spéciale sur l'appropriation culturelle dans la mode de luxe. Le point de départ, Dior encore une fois visé par des critiques féroces. Des motifs africains semblent-ils copiés et intégrés à une nouvelle collection sans mention explicite des artisans concernés ni accord officiel avec les communautés sources. Cette affaire rappelle d'autres polémiques comme Gucci avec son turban Sir vendu $800 américains, Chanel et son boomerang aborigène ou encore Isabelle Marant et sa reprise de broderie mexicaine. Les réseaux sociaux s'enflamment à chaque fois, tandis que les marques s'excusent et retirent directement leurs produits. Alors, pourquoi ce scandale se répète-t-il? Pour le découvrir, nous remonterons l'histoire de l'appropriation culturelle, nous décrypterons l'angle juridique et financier et enfin, nous examinerons des exemples concrets tout en expliquant comment la mode pourrait devenir plus respectueuse. Installez-vous, c'est parti pour une plongée au cœur des dessous de la haute couture. L'appropriation culturelle dans la mode ne date pas d'hier. On peut remonter à la fin du 19e siècle, période où l'Europe colonise une partie du globe. Les couturiers occidentaux s'inspirent alors sans complexe de l'Orient ou de l'Afrique, jugés exotiques. À l'époque, pas de concept d'appropriation culturelle. On parle plutôt de l'orientalisme, d'inspiration lointaine. Au début du XXe siècle, Paul Poiret introduit le turban et le pantalon harem fascinés par l'Orient. Quelques décennies plus tard, Yves Saint Laurent dédie les collections entières à l'Afrique ou à la Chine. Les critiques parlant de pillage culturel restent rares, car la conscience post-coloniale est encore balbutiante. Les choses évoluent à partir de la fin du XXe siècle. Les études post-coloniales et les revendications identitaires s'intensifient. Le peuple, historiquement dominé par l'Occident, réclame une reconnaissance de leur patrimoine culturel. Les médias questionnent alors, lorsque l'Europe s'approprie ces symboles, où va l'argent généré? Quel hommage rend-on réellement aux artisans d'origine? C'est ainsi que naît peu à peu le débat sur la notion d'appropriation culturelle. Sur le plan sociologique, 4 facteurs principaux expliquent l'ampleur des réactions. L'Occident, historiquement colonisateur, continue d'extraire du profit des cultures qui ont longtemps été marginalisées ou dominées. Pour beaucoup, c'est une perpétuation symbolique de l'héritage colonial. Certains symboles ne sont pas des simples accessoires, mais des éléments religieux ou spirituels à forte valeur. Les voir décontextualisés pour la mode peut sembler profanatoire aux yeux des communautés d'origine. Quand une minorité porte son propre habit traditionnel, elle peut être moquée. Mais qu'une marque de luxe l'adapte pour un défilé, et cela devient subitement tendance. Ce contraste nourrit la frustration et la colère. En quelques heures, un scandale prend une ampleur mondiale. Les appels au boycott, les trending topics se multiplient, mettant une pression rapide et intense sur les maisons de luxe. Contrairement aux droits d'auteur classiques, la protection des créations culturelles traditionnelles est un véritable casse-tête. Souvent, les motifs appartiennent à l'histoire collective d'une communauté transmise sur des générations. Impossible d'identifier un titulaire unique, ce qui rend toute action en justice complexe. Il existe bien des initiatives locales. Au Mexique,
Une loi fédérale punit désormais le plagiat des motifs autochtones avec des sanctions allant jusqu'à 20 ans de prison. Aux États-Unis, l'Indian Art and Crafts interdit de vendre un produit sous le label autochtone s'il n'est pas fabriqué par un peuple autochtone. L'OMP planche depuis plusieurs années sur un traité international, mais rien n'a été ratifié. En pratique, quand un scandale éclate, il se conclut rarement au tribunal. Les marques présentent des excuses, retirent le produit de la vente, voire concluent une attente discrète. La législation floue leur permet d'éviter de lourdes peines. L'appropriation culturelle n'est pas qu'une question d'éthique ou de morale, c'est aussi un phénomène économique important. Pourquoi les marques continuent-elles d'exploiter des motifs traditionnels alors qu'elles savent qu'elles risquent un scandale? Tout simplement parce qu'il y a un véritable enjeu financier. Le luxe vit de l'innovation permanente. Offrir des pièces originales aux accents exotiques attire une clientèle mondiale avide de différenciation. Certes, certaines polémiques se traduisent par des baisses de ventes temporaires ou des chutes en bourse. En 2019, le scandale du pull blackface chez Gucci a fait chuter de 7% le cours de Kering en une semaine, soit plusieurs centaines de millions d'euros de valorisation partie en fumée. Mais derrière, la marque a réussi à se redresser rapidement. De même, Isabelle Marant n'a perdu qu'environ 2% des ventes annuelles après une polémique sur des broderies mexicaines, d'après une enquête du Fashion Law. Les communautés d'origine, souvent situées dans des pays à faible revenu, ne perçoivent aucun bénéfice. Dans certains cas, des pièces réinventées par une grande maison peuvent se vendre 20 à 30 fois plus cher que le prix local. Dernière polémique en date, Dior pointé du doigt pour des motifs africains repris tels quels. Sur Twitter et Instagram, c'est un déferlement de critiques. Pillage, plagiat culturel. Certains réclament un boycott, d'autres veulent des excuses officielles ou une réelle collaboration avec des designers africains. Rappelons qu'en 2019, Dior avait déjà suscité l'indignation avec une campagne nommée Sauvage, associant des danses amérindiennes à un mot historiquement péjoratif pour les peuples autochtones. Gucci a connu deux gros scandales. Le turban Sir vendu 800 $ américains présenté par des mannequins caucasiens et le fameux pull blackface en 2019 qui rappelait les stéréotypes racistes. Dans les deux cas, la marque a dû retirer ses produits, présenter des excuses et supporter un recul temporaire de ses ventes. Moins 3% selon une note interne. Louis Vuitton a de son côté commercialisé un foulard revisitant le kéfier palestinien, symbole politique fort en l'associant à son monogramme. La polémique a enflé sur les réseaux sociaux, dénonçant une décontextualisation. Résultat, retrait et mea culpa sans action concrète de dédommagement. Chanel a proposé un boomerang à plus de 1000 €, suscitant la colère des communautés aborigènes australiennes qui y voient une appropriation humiliante d'un objet traditionnel. Chanel s'est contenté de regrets officiels. De la coiffe amérindienne chez Victoria's Secret aux broderies mexicaines chez Isabelle Marant et Carolina Herrera, la liste de ce dérapage est longue. Les critiques mettent en avant l'absence quasi totale de bénéfices pour les artisans originaux, souvent réduits à l'invisibilité. À l'ère des réseaux sociaux, un scandale explose en quelques heures. On crie au boycott, les médias en parlent, la marque s'excuse. Puis le public se détourne vite sur une nouvelle actualité. L'indignation retombe, ce qui limite l'effet dissuasif sur le long terme. Les maisons de luxe sont préparées à ce controverse. Excuses immédiates, retrait du produit, parfois création d'un pseudo-comité de diversité. Résultat, la tempête passe et les ventes reprennent. Les appels au boycott peinent à créer de vraies saignées financières. Même après de violences critiques, Gucci ou Dior restent des valeurs sûres, soutenues par une clientèle internationale. Les baisses ne durent souvent que quelques semaines avant que la marque ne retrouve son prestige habituel.
un manque de diversité dans les équipes de création ou parfois une stratégie marketing cynique visant à provoquer un buzz. Faute de changement structurel, un nouveau scandale est toujours à craindre. Ironiquement, la lumière médiatique profite surtout à la marque incriminée qui voit son nom circuler massivement. Les artisans locaux, eux, restent quasi invisibles, n'obtenant ni reconnaissance ni compensation. Chaque nouveau scandale sensibilise malgré tout un peu plus le public à l'appropriation culturelle. Certaines marques finissent par nouer des réels partenariats avec des communautés, même si la route est encore longue. Enfin, notons un effet paradoxal. La polémique attire l'attention sur un motif, une tradition, parfois méconnue. Certains designers indépendants ou marques éthiques en profitent pour collaborer directement avec les communautés. Cela peut aboutir, dans des cas rares, à une valorisation plus juste des savoir-faire locaux. Au-delà du constat, des pistes existent pour mieux concilier création et respect des cultures. Plutôt que d'emprunter un motif, pourquoi ne pas signer un partenariat équitable avec des artisans ou designers issus des cultures concernées? Mentionnez clairement l'origine du motif, son histoire spirituelle ou symbolique et comment la marque a travaillé avec la communauté source. Établir en interne une liste rouge d'éléments qu'on ne touche pas. Par exemple, objets religieux, coiffes spirituelles, sans autorisation formelle et consultation approfondie. Intégrer des designers d'horizons variés, former des directeurs artistiques aux enjeux historiques afin de limiter les dérapages. Même à l'absence des lois internationales, certaines entreprises choisissent volontairement de verser une partie des profits aux communautés concernées sous forme de fonds ou d'infrastructures. Si la fast fashion mise sur un rythme frénétique, la haute couture peut au contraire assumer son rôle d'innovation haut de gamme plus lente en valorisant la durabilité et la collaboration sur la longue durée. Quelques labels comme Stella McCartney s'orientent déjà vers des pratiques plus responsables, tandis que des marques comme Shofi s'associent directement avec des communautés artisanales péruviennes ou indiennes en créditant pleinement leur savoir-faire. La polémique qui touche Dior aujourd'hui n'est qu'un énième épisode d'une longue série. Elle met en lumière l'urgence d'aborder la mode de luxe sous un angle éthique et responsable. Pour certains, s'inspirer d'une culture lointaine sans la citer ni la rémunérer, c'est perpétuer une forme de pillage colonial. Pour d'autres, la mode est par essence un mélange de références culturelles. La question n'est donc pas de bannir les échanges, mais de les rendre équitables. Les scandales à répétition ont au moins le mérite de sensibiliser un public toujours plus large à ces questions. Reste à savoir si les grandes maisons répondront à l'appel en repensant leur rapport à la création et au profit. Merci d'avoir suivi cette enquête. Dites-nous en commentaire. Seriez-vous prêt à boycotter une marque accusée d'appropriation culturelle? Pensez-vous au contraire qu'il suffit d'un hommage sincère pour justifier l'utilisation d'un motif traditionnel? Ici Monsieur Afrique, je vous salue et vous donne rendez-vous pour de nouvelles investigations. N'oublions pas que notre pouvoir de consommateur peut faire bouger les choses.